Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique. Et aujourd'hui nous allons parler de quoi? De l'adaptation live d'Aladin, dernier film de Guy Ritchie que l'on espère toujours voir réaliser son Sherlock Holmes 3. Alors ce Aladin est un film haut en couleur avec des costumes et décors magnifiques. Ça danse, ça chante, il y a de l'ampleur dans certaines chorégraphies, notamment celle du prince Ali qui est spectaculaire. On a vraiment de belles séquences dans le film, et tout est plaisant et agréable, renvoyant directement à des énergies positives. Il y a aussi beaucoup d'humour qui fonctionne, tout comme la majorité des scènes rajoutées, comme l'arc avec le génie, très bien interprété par Will Smith, qui s'est totalement approprié ce rôle. C'est l'une des grandes réussites du film. Tout comme le choix du casting, Jasmine ou Aladin, qui lui ressemble vraiment, il a comme lui cet air innocent et ce grand sourire ravageur. Une petite réserve éventuellement sur Jafar, qui n'a pas le même charisme, pas la même noirceur. Mais si on oublie celui du dessin animé, ça reste correct. Voilà pour un avis rapide. Et maintenant plongeons-nous dans cette caverne aux merveilles. À partir de maintenant, ça va spoil. Jasmine a une chanson inédite, coupée en deux parties, au début et à la fin, dans une grande séquence en mode libéré-délivré. Ah oui, moi ça m'y a fait penser. Et ce passage semble un peu dénoté du reste, on le sent vraiment incrusté en plus des simples rajouts. Mais elle reste pas mal du tout en termes d'idées et de mise en scène. D'ailleurs à la composition, on a toujours Alan Menken qui avait fait le Disney d'origine, et bien d'autres. C'est un très grand compositeur, incontournable même de l'univers Disney. On ne peut m'empêcher de parler. C'est le thème de sa chanson, de cette femme qui veut s'exprimer, mais que l'on n'écoute pas. Jafar le précise d'ailleurs très bien en lui disant qu'il vaut mieux se faire admirer plutôt que de se faire entendre. Oui, on va dire qu'il sait comment parler aux femmes celui-là. Une femme qui n'a pas besoin d'un prince pour la sauver ou la diriger, car elle est tout à fait apte à le faire. C'est l'image de la femme moderne, forte et indépendante, celle qui reprend le pouvoir et trace son propre chemin. Une idée très d'actualité que l'on retrouve d'ailleurs dans Ralph 2 ou dans Toy Story 4. Sa rencontre avec le héros n'est pas un hasard. Aladin vole pour manger, et il se trouve que Jasmine a la même démarche que lui, en prenant de la nourriture pour le donner à des enfants. Tous deux de rangs totalement opposés, et pourtant leurs idéaux et leurs valeurs se rejoignent dans cette scène. Et le fait de chanter la chanson « Je vole » en compagnie de la princesse, contrairement au dessin animé, prend ici tout son sens. Ce n'est pas non plus un hasard qu'Aladin révolutionne tous les personnages du palais, puisque la seule chose qui leur manque est la donnée de ce diamant d'innocence. Innocence qui se révèle par le fait de n'avoir aucune ambition, le pouvoir, la gloire, l'argent ne l'intéressent pas, il n'y pense même pas. Il vole pour se nourrir et il n'hésite pas à donner sa part à d'autres moins chanceux. De plus, quand on le voit aller dans le palais, ça laisse présager qu'il pourrait s'introduire chez des fortunés pour leur prendre des objets de valeur, mais non. Et même en étant prince, il se fout des richesses. Il n'est pas à sa place dans le sens qu'il n'est tout simplement pas concerné par ce jeu des apparences, des illusions, ne cherchant qu'à ce que son cœur soit reconnu par l'autre. Comme dans sa chanson « S'il pouvait lire mon cœur ». Il se laisse un peu tenter, comme la scène dans la caverne qui manifeste de ce que lui dit et propose Jafar, remettant entre les mains d'un autre son destin, mais il reste différent. Car tout ce qu'il fait n'est animé que par l'amour, n'est qu'un prétexte pour s'approcher de cette valeur, de ce bonheur. C'est un voleur de cœur. Ils ont essayé de créer un rapport plus personnel entre Aladin et Jafar, car on fait de lui un ancien voleur, comme si Aladin était le passé de celui-ci, qu'il était un aspect de lui-même. Quand Jafar va en prison, il se fait libérer par Iago, comme Aladin par Abu dans l'animation. Quand il peut obtenir la main de la princesse, devenir le fils du sultan, il doute et entre dans un trouble identitaire qui permet à Jafar de subtiliser la lampe par le vol, ou par une partie d'Aladin qu'il tend à ignorer, à refouler. Il se fait avoir parce que le chemin qu'il choisit mène à celui de Jafar. S'il l'avait déjà compris, il aurait libéré le génie et rien ne serait arrivé. Il y a des points intéressants sur Jafar qui aurait pu avoir sa propre histoire. Lui-même étant un voleur à la base, il se trouve que, curieusement, le père d'Aladin est le roi des voleurs. On aurait presque pu construire une histoire autour de ça, sans parler de la mort de la mère de Jasmine. C'est marrant, mais quand on a la scène où ils parlent de leur mère avec Al, je me suis dit « Non, ça se trouve c'est la même ». Bon, évidemment, ça casserait le délire de leur amour. Mais le fait de vouloir envahir le royaume de la mère de Jasmine ne peut clairement pas être anodin, comme s'il cherchait à conquérir ce qu'il n'avait pu avoir.
Peut-être que Jafar lui-même était animé par l'amour dans le passé, mais il a vite déchanté quand il a vu que le sultan seul pouvait épouser cette femme, et s'est trouvé finalement dans la même position qu'Aladin. Et vouloir devenir sultan prendrait alors tout son sens, comme le fait d'épouser Jasmine. Bien sûr, il peut très bien n'avoir été animé que par le profit, et comme ça n'a pas fonctionné, il s'est vengé, se débarrassant d'une pièce dangereuse. Mais rien ne dit non plus qu'il l'a éliminé. Pourrait-il être une sorte de rogue dans Harry Potter, qui aurait mal tourné? Donc un Baelish, Littlefinger? Bon, on nous expose un peu plus sur le background de Jafar, qui veut clairement soulever une armée pour diriger un empire. Mais lui-même manque d'ambition, dans le sens qu'il sait ce que la lampe permet, mais son seul vœu est d'être sultan. Le deuxième et le troisième sont provoqués par d'autres situations qu'il n'avait pas prévues, se laissant influencer un peu facilement. Et bien sûr, le premier vœu est l'accomplissement de tout ce pourquoi il a œuvré depuis le départ. Donc c'est logique qu'il le fasse. Mais il reproche à Aladin de ne pas voir plus grand, mais lui-même reste assez restreint. Sinon, il aurait souhaité dès le premier vœu d'être le plus puissant de la Terre, de l'univers, ou même ne serait-ce que l'humanité entière lui obéisse. Mais non, il ne veut qu'être sultan. La lampe est un pouvoir assez monumental, qui est plus facile à utiliser que le gant de Thanos, fonctionnant de plus 3 fois. Imaginez seulement l'ampleur des possibilités. Il semble plus chercher une forme de reconnaissance, et puisque son statut de sultan ne suffit pas, il devient sorcier pour augmenter sa capacité d'influence, de soumission. Ses vœux ou son pouvoir n'est qu'un coup de pouce, une extension de ce qu'il aurait pu atteindre par ses propres moyens. Les vœux ne servent ici qu'à changer sa condition ou son statut. Mais ce ne sont pas des vœux inaccessibles, puisque d'autres exercent déjà la fonction du statut qu'il souhaite obtenir. Gravir les échelons, il l'a fait, et sans magie. Celle-ci n'est là que comme un raccourci. Aucun vœu n'est utilisé pour quelque chose de plus fou, de plus démesuré qui leur permettrait justement de se libérer totalement de leurs conditions. La magie de la lampe ne sert qu'à faciliter l'accès de ce que la personne désire déjà. On ne dépasse jamais la condition propre de la personne. Par exemple, c'est comme si quelqu'un était dans une entreprise et qu'elle voulait gravir les échelons et que la lampe était utilisée pour atteindre le sommet de l'entreprise, mais jamais pour quelque chose qui irait au-delà, comme si on restait prisonnier d'un système quoi qu'il arrive. La magie n'est ici qu'un artifice, un décor qui dissimule notre propre individualité en nous empêchant d'y accéder. Ça ouvre un accès vers ce que l'on désire, mais ne nous permet pas de l'atteindre véritablement, ou plutôt de nous atteindre. Le message est assez proche de celui de la princesse et de la grenouille, qui dit qu'on peut faire un vœu et rêver de tout son cœur, mais que notre bonne étoile ne nous fera faire qu'une partie du chemin, et qu'il faudra travailler et faire des efforts pour l'atteindre. Le génie lui-même dit qu'il a fait de lui un prince en apparence, qu'il l'a conduit à une porte, mais c'est à Aladin de l'ouvrir. La séquence sur le tapis volant où Jasmine découvre la vérité est très importante, dans la mesure où la princesse reconnaît ce qui est au-delà des apparences, bien qu'elle-même soit tombée dans le piège, en ne le reconnaissant pas au premier coup d'œil, car on ne voit les gens ou ne les considère que selon leur titre, leur apparence. Une fois qu'il est démasqué, là il aurait pu tout lui avouer, mais il choisit de lui mentir. Ça peut sembler anodin, mais comme le génie le dit, la magie n'est qu'une illusion, un maquillage, mais ne change pas qui l'on est. Jasmine le perçoit tel qu'il est réellement, mais Aladin fuit cette réalité pour choisir le mensonge. On n'est plus dans un simple jeu de séduction ou un tour de passe-passe pour l'approcher. Cette fois-ci, on est dans la réalité, et c'est à partir de là que le personnage d'Aladin bascule. Parce que lui-même ne se préoccupe désormais que de son rang, de son statut, de l'image que les autres ont de lui. Alors que jusque-là, dans sa condition d'origine, il était heureux. Ici commence la détresse et la chute, parce qu'il s'est créé sa propre illusion, et tente de la faire correspondre à la réalité. Et c'est Jafar qui met à nu ce mensonge. C'est pour ça qu'on insiste sur Aladin qui accuse Jafar de ne pas être celui qu'il prétend, alors qu'il en est de même pour Aladin. À ce moment-là, Jafar n'est plus le conspirateur, mais le révélateur. Les deux sont des menteurs, qui permet pourtant d'accéder à la vérité. Ils utilisent les mêmes armes. Nouant d'autant plus leur jumélité, ils font leur parcours en parallèle, mais ils s'entremêlent. Dans leur première confrontation, ils sont unis pour la même cause, pour devenir quelqu'un, et réaliser leur but. Dans la deuxième, ils tentent tous deux de se débarrasser d'un gêneur, d'un rival, cherchant à conserver leur but, ils inversent leur situation, comme la lampe change de maître.
Et dans la troisième, c'est le lever de rideau sur ce qu'ils sont et la nature même de leur but. Il y a 3 grosses confrontations, comme les 3 vœux ou comme 3 stades de leur évolution. Notons que le deuxième vœu rejoint celui du premier où Aladdin était coincé dans la caverne. Et il trompe le génie pour sortir de là. C'est comme pour nous dire on ne peut pas tricher ou faire des tours de passe-passe. Ça nous retombe toujours dessus. Et c'est ce qui le force à utiliser son deuxième vœu indépendamment de sa volonté. Jafar n'étant ici que la manifestation de son mensonge et du prix à payer. Ils sont les 2 phases d'une même pièce, 2 tendances qui nous concernent tous. Tous 2 des voleurs et menteurs qui s'introduisent au palais, l'un animé par la guerre et le profit, l'autre par l'amour. La différence, c'est que Jafar reste toujours en place. Il est statique, extatique, comme il le dit dans l'animation, là où Aladdin, d'une certaine façon, voyage. La caverne, l'eau, le ciel, la neige, tous ces éléments ne sont que la manifestation de son introspection. C'est aussi l'un des thèmes de ce film que la chute ou le déclin est bien souvent ce dont on a peur, ce que l'on fuit par tous les moyens. Et pourtant, ce sont souvent les moments où tout va mal, quand les personnages sont au plus bas, que les masques tombent, que le charme est rompu. Et c'est dans cette pauvreté, cette misère qu'apparaît la vérité, et révèle les personnages à leur véritable nature. Ce que l'on considère comme le mal est souvent terrible, mais paradoxalement, il est aussi l'opportunité de s'accomplir. Le génie dit « plus on fait de vœux, plus on veut en faire ». Ça me rappelle la suite de l'Histoire sans fin, où Bastien peut exaucer des vœux sans limite, mais ça lui coûte un souvenir à chaque fois. Bien souvent les gens veulent des choses, mais une fois atteints, ça ne suffit pas. Ils en veulent encore davantage. Rien n'est suffisant, rien n'est satisfaisant. Le toujours plus est le piège dans lequel tombe Jafar. Il en veut tellement qu'il finit par être prisonnier de son propre désir, de sa propre démesure. D'ailleurs, on peut très bien se dire que tout était obsolète puisqu'il a dû faire appel à une autre personne pour accéder à la lampe, comme s'il n'avait pas accès à lui-même, contrairement à Aladdin. Ce qui est toujours intéressant avec ces personnages, c'est qu'ils ont eux-mêmes l'opportunité de changer, de s'améliorer. Et ce sont leurs choix qui les mènent à leur perte. Pour l'introspection, il ne s'agit pas seulement de s'accepter soi-même ou tel que l'on est, mais plutôt d'affronter les difficultés en conservant qui l'on est, ce que l'on est, et de trouver une solution à partir de là. On le précise un peu avec le génie qui pose la question, puisque leur amour est déjà présent, pourquoi devenir un prince ? Il aurait pu aller à ce fameux rendez-vous et voir comment ça se passe, ou lui dire la vérité par la suite pour agir ensemble et tenter quelque chose. Peut-être que leur détermination aurait eu raison du sultan. C'est aussi ce à quoi est confronté un autre personnage développé, Hakim, non pas le fils du forgeron, mais le garde, que je trouve intéressant, puisqu'on nous montre que sa fidélité va envers le sultan, non pas la personne, mais le rang ou le statut, qui commande et ordonne en fait la loyauté. Il y a vraiment une distinction entre le devoir au sein d'un système et les valeurs propres à l'individu. On instaure des règles pour que ça fonctionne bien, mais elles ont aussi leurs limites. La fidélité d'Hakim est la même que celle du génie, puisque quiconque possède la lampe, il lui devra obéissance. C'est une loyauté dictée par une loi, et non envers une personne de cœur ou de valeur. C'est une histoire qui parle des règles auxquelles on est condamné de suivre. C'est en quelque sorte le devoir contre le cœur, et aucun système ne peut s'accorder avec l'instinct du cœur, qu'en outrepassant les règles. Tant d'injustices se font justement parce que tout le monde obéit à des règles et cherche avant tout à être légal, plus que de sauver des vies. Chacun est condamné à ne pouvoir réellement exprimer ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Cette chanson, On ne peut m'empêcher de parler, est le porte-parole de tous les personnages, qui doivent aller au-delà de leurs propres règles pour écouter leur voix intérieure, celle de l'évidence. Hakim se révèle par la voix de son cœur. Il se désenvoûte, se réveille pour faire un choix qui lui est propre, outrepassant la loi de son statut. D'une certaine façon, c'est aussi ce que Jafar tente de faire, en allant au-delà de ce qu'il est. On ne pourra pas dire qu'il ne fournit pas d'efforts, mais avec la lampe, il tombe lui-même dans la facilité. C'est tout l'enjeu du film où tout est une question de place, de rang, de statut. Des choses qui paraissent inaccessibles, où chacun est esclave de lois, de règles qui les empêchent d'avancer. Que l'on soit pauvre ou riche, un génie ou un vizir, une princesse ou une servante, un sultan ou un voleur. Même les animaux, ils sont comme prisonniers, dit-on au départ.
Ne pouvant échapper à leur destin, ils cherchent ailleurs, sans même le voir, ce qu'ils ont déjà en eux. Si la canne de Jafar fonctionne, c'est parce que les autres ne sont pas déterminés et convaincus de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. C'est comme un serpent qui s'insinue en eux pour réorienter leurs désirs, parce que la porte est ouverte. Comme la tentation d'Aladin peut rejoindre cette emprise de la canne. Si l'on n'est pas sûr de soi, hésitant ou avec toujours des contraintes, alors il y a toujours moyen d'orienter la vie d'une personne. Il n'y a pas vraiment de manipulation, outre celle que l'on s'inflige, celle auquel on se soumet, on crée son propre enfer. Là encore, c'est une dualité au sein de chaque personne, l'emprise de Jafar et le libre arbitre du génie. À noter que chacun des personnages est partagé entre deux influences, comme Jasmine et Jafar pour le sultan, Jafar et le génie pour Aladin, le sultan et Aladin pour Jasmine, etc. Ça me fait penser d'ailleurs que les personnages principaux ont chacun des totems animaliers. Le singe pour Aladin, le perroquet pour Jafar, même le serpent si on veut, et Jasmine le tigre. Ce qui pourrait être l'objet d'un petit jeu, sauriez-vous ce qu'il signifie, ce qu'il représente pour chacun d'eux? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. À la fin, Aladin l'emporte en s'appropriant la méthode de Jafar. Il le trompe en lui offrant ce qu'il désire, ce qui l'aveugle, là où Aladin est libéré par la vérité et n'a plus aucun poids sur les épaules. On peut aisément distinguer les différentes étapes dans leur parcours, 3 chances, 3 opportunités pour s'accomplir. Entre illusion et réalité, entre identité et vérité, 3 stades de l'évolution. L'éveil du désir, de l'ambition, la satisfaction ou la conservation, et le plus difficile, la libération. On a vu que tous les personnages étaient prisonniers de leurs désirs, de leurs souhaits, qu'ils soient bons ou mauvais, et que personne ne se satisfait tant qu'il n'y arrive pas, comme s'il fallait être prisonnier pour être libéré. Le génie est capable de tout faire, mais lui-même est prisonnier du désir des autres, sans jamais ne pouvoir réaliser les siens. La libération du génie est un acte de grande beauté, un geste de dévotion et d'acceptation, à la fois touchant et émouvant. Aladin abandonne ses désirs et ses rêves pour l'offrir à son ami. Il rend libre tout en se libérant des mirages, des illusions et autres fantasmes pour embraser la réalité. C'est une belle relation qu'il y a entre ces deux personnages. Il y a encore une scène qui paraît anodine, c'est le passage où le génie mentionne que c'est la première fois qu'une personne lui demande ce qu'il souhaiterait. Aladin est l'une des rares personnes qui prend en considération l'autre. Il est à la fois empathique et altruiste. Celui qui est magique n'était pas le génie, mais Aladin, le simple citoyen lambda et sympa du quartier. C'est son diamant d'innocence qui lui permet d'accomplir cette prouesse, et non son costume ou son pouvoir qu'est le génie, notion qui rejoint celle d'un super-héros. Jasmine elle-même considère Aladin comme un magicien. Ce qui est magique, c'est ce qu'il est, nul besoin de lampe. À la fin, Jasmine aussi se libère de ce devoir d'épouser un prince, l'amour étant plus et non juste un devoir. C'est pour cela qu'on voit Aladin partir, rien ne se fait dans le feu de l'action, c'est un choix volontaire et réfléchi. C'est une princesse accomplie qui vient vers lui pour vivre pleinement cet amour, et ouvertement. Elle n'épouse finalement pas un prince, mais permet à cet homme au cœur pur de le devenir. La scène où ils doivent traverser le toit montre qu'il ne la traite pas comme une femme fragile. Bien au contraire, il la pousse et l'encourage à le faire. On insiste aussi sur le génie qui propose d'effacer la loi du mariage. Une loi que Jasmine pourra effacer ou changer en devenant sultane. Depuis le début, le sultan avait le pouvoir de la changer. Mais il n'avait pas vu ni compris sa fille, prisonnier de lui-même. Tous les vœux du génie sont accessibles. L'on peut tous se réaliser par soi-même car on en a le pouvoir. C'est comme dans Bruce Tout-Puissant, où Dieu dit à la fin « Tu veux voir un miracle ? Alors deviens ce miracle ». Une scène amusante, c'est quand il rembobine le film et qu'il se trouve dans une salle de cinéma, comme s'il avait conscience de notre présence. Le génie est vraiment un personnage intéressant, et tout comme il nous raconte l'histoire qui nous est présentée, il essaye de nous parler, de nous transmettre des choses. Le génie le précise, il n'y a pas assez de richesse et de pouvoir pour faire le bonheur. C'est un message universel et intemporel qui traverse les âges. Ça concerne tout le monde dans tous les domaines, de tout horizon. Même pour les youtubeurs, ça fonctionne aussi.
La quête de reconnaissance et le toujours plus peuvent fonctionner un temps, mais ça ne change en rien la personne que l'on est. C'est une illusion, un camouflage, la dualité même entre Aladdin et Jafar. Le génie et la lampe ne sont ici que des métaphores de la quête identitaire des personnages. Chacun d'entre eux, comme chacun d'entre nous, possédons une caverne aux merveilles où se dissimule un trésor. Il est visible, mais on ne le voit pas. Et seuls ceux qui font preuve de détermination, de concentration, parviennent à le dénicher, montrant que ce qui a le plus de valeur est au-delà de ce qui est beau visuellement. C'est en tout cas ce que nous présentent ces histoires. De plus, trouver ce trésor, cette lampe, n'est qu'une étape. Vient ensuite la manière de l'utiliser, de mettre en action ce que l'on est. Tout le film nous offre un spectacle merveilleux, haut en couleurs, ça chante, ça danse, tout est là pour nous divertir, nous distraire, mais aussi nous éloigner de notre trésor, de nous-mêmes. Et c'est valable pour la majorité des films ou dans la vie. Tous ces rêves d'enfance que l'on avait, tous ces chemins que l'on a dû abandonner, qui nous ont tentés, détournés et finalement empêchés d'atteindre nos objectifs premiers. C'est le show, le spectacle que vient chercher le spectateur, pour oublier le temps de quelques heures, son quotidien, cherchant une richesse de forme et de surface plutôt que celle des valeurs intérieures. Un bon divertissement a le même effet de facilité qu'un vœu exaucé par le génie. On entend souvent dire « on est là pour se divertir, pas pour réfléchir ». Et pourtant, ce qui semble intéresser le public, c'est de pouvoir critiquer, classifier, mais surtout juger ces films, comme si c'était un dû. Ce qui retiendra l'attention d'un spectateur est bien souvent ce qui est visible à l'œil nu, mais n'ira que rarement lire entre les lignes, n'aura pas forcément l'idée de voir au-delà de l'écran ce que ça signifie, ou de chercher à comprendre comment fonctionne le tour de magie. Ce qui est dommage car ce contenu permettrait de réinvestir ou de se réapproprier pour soi toutes ces notions qui se perdent. Une phrase également qui revient à plusieurs reprises dans le film, « Les gens ne voient que ce qu'on leur montre » ou encore « Les gens ne voient que ce qu'on leur dit de voir ». Idée que l'on retrouve dans Spider-Man Far From Home et auquel on pourrait faire de nombreux liens. Chacun pense y échapper en faisant son propre avis, mais celui-ci passe souvent à travers des filtres de règles et de conditions qui n'ont pas de rapport avec le film, comme des attentes que l'on a, des on-dit sur les réseaux sociaux, d'une bande-annonce que l'on a vue, menant à des illusions qu'on s'en fait en se projetant son propre film dans son esprit, ou encore le passif de l'acteur ou du réalisateur, ou même le genre auquel appartient un film. C'est finalement la manière dont on considère une chose qui sera projetée dans toutes nos expériences. S'il devait y avoir un souci, ce ne serait ni avec un blockbuster ni avec un Disney, mais la manière dont on les considère. Ça rejoint complètement les personnages d'Aladin qui sont prisonniers de leurs propres conditions et que le souci au final ne serait ni leur statut ou leur position, mais la manière dont ils sont considérés ou cloisonnés dans des idées préconçues de règles et de lois. Il en va de même pour les contes, les fables ou encore les Disney considérés pour enfants, comme si c'était dévalorisant, alors que les valeurs que les gens disent avoir ou défendre se trouvent justement celles de tous les personnages principaux, ce pourquoi ils se battent. Cela peut sembler classique et anodin parce qu'on le voit sans cesse dans les films, mais ça ne veut pas dire que dans le quotidien, nous les avons intégrés, que nous sommes à ce niveau-là. Ce qui paraît banal ne l'est pas forcément. Ce n'est pas le cerveau qui devrait être laissé à la porte du cinéma, ce qui devrait être éteint, outre le téléphone portable, ce sont les attentes, les préjugés, toutes ces connaissances, ces acquis qui empêchent le spectateur de véritablement plonger à l'intérieur. Ces adaptations live ne devraient pas être comparées à leur source d'origine. Ce sont différentes époques, différentes façons de faire, exactement comme une personne aura une perception différente d'une œuvre s'il la regarde étant enfant ou adulte. La question reste posée, quel personnage seriez-vous dans cette histoire ? Et que feriez-vous si vous aviez la possibilité d'exaucer 3 souhaits ? Voilà pour ce film live Aladdin. S'il y a bien un endroit où l'on peut lâcher prise sans la moindre crainte, c'est au cinéma. Lieu de rêve, de la magie, de l'imagination, de l'inspiration. Ce sont les émotions qui ont le plus d'importance, celles qui bouillonnent au fond de vous, dans votre lampe magique, et dans laquelle résident des richesses insoupçonnées. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.